Éthique et Smart vous est présenté en partenariat avec Soprasteria Next pour un monde numérique audacieux et responsable. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Éthique et Smart, l'émission de l'éthique numérique, de la responsabilité des entreprises et de la transformation digitale, avec un mot-clé qui revient souvent dans nos débats, le mot confiance, comment la construire, comment la faire durer avec les collaborateurs, les partenaires et les clients. Bien justement, ce mot confiance, nous allons voir aujourd'hui encore qu'il est au cœur du thème du jour consacré à la maîtrise de la supply chain en temps de crise. Comment la chaîne logistique prouve sa résilience et résiste pendant la crise? On pose les enjeux de notre débat avec Yann de Feraudy. Bonjour. Bonjour Thomas. Heureux de vous accueillir. Vous êtes le président de France Supply Chain et vous êtes également directeur général adjoint des opérations et IT du groupe Rocher. Alors, on s'est parlé un peu pour préparer cette émission et vous m'avez dit que pour vous, le mot le plus important quand on parle de la supply chain, c'est le mot client. Alors, ça peut sembler une évidence, mais pourquoi c'est important de le rappeler ? Parce que c'est là où ça commence en fait, et c'est là où ça finit. Et donc, ce qu'on souhaite toujours en tant que supply chain manager, c'est faire la satisfaction du client. Et donc, on doit penser d'abord au client dans tout ce que l'on fait, dans toutes les actions et les étapes de la supply chain et du travail qu'on va faire, parce que c'est lui qui va juger finalement, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est un service médiocre. Ouais. Avec le mot confiance dont je parlais en titre, il se retrouve, on le retrouve autour de trois idées qui sont la traçabilité, l'origine, la transparence, et c'est trois des enjeux de la supply chain, on est en plein dedans. Oui, parce que ce sont les clients qui le demandent maintenant. De plus en plus, les clients demandent à savoir où a été fait ce produit, d'où est-ce qu'il vient, par qui il a été fait, avec quel ingrédient. On voit le succès qu'ont des applications comme Yuka aujourd'hui. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a une demande beaucoup plus profonde, notamment où on découvre aujourd'hui, où on a découvert aujourd'hui qu'un certain nombre de médicaments critiques, par exemple, étaient faits en Chine ou ailleurs. Et donc, il y a une sorte de demande de plus en plus forte de cette traçabilité à tous les niveaux. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des métiers qui étaient souvent un peu dans l'ombre, au sens où on n'en parlait pas, ou seulement quand ça ne marchait pas. Voilà. Et d'un seul coup, ils se retrouvent un peu dans la lumière avec cette pression constante des clients. Alors, ils sont dans la lumière suite à cette crise. Ils sont dans la lumière souvent dans les étapes de crise et de difficultés, parce que le produit n'arrive pas, parce qu'il y a des soucis sur la route ou dans les airs ou sur les océans, canal de Suez par exemple. Oui, il suffit d'un bateau, vous vous rendez compte ? Il suffit d'un bateau, voilà. Et en fait, je crois que ça nous oblige aussi à être d'autant plus vertueux parce qu'on est aussi montré du doigt, parce qu'on consomme de l'énergie, parce qu'on rejette du CO2, parce que ceci, cela. Alors justement, cette crise Covid, on l'a tous vu, déstabiliser la chaîne logistique mondiale. Alors on ne va pas pouvoir répondre d'une façon exhaustive, mais en quelques mots, comment les acteurs ont réagi ? C'est quoi les leviers qui vous ont semblé les plus importants ? Alors moi je crois qu'on dit souvent, surtout quand ça a démarré, il y a à peu près un an de maintenant, on a eu deux types de chocs. On a eu un premier choc qui est un choc de l'offre, où ça a commencé en Chine, et il y a un certain nombre d'acteurs qui ont découvert que le précurseur d'un produit ou d'un sous-produit qu'ils achetaient en Europe était en fait fabriqué par une usine unique en Chine. Et il manquait une pièce, et donc il manquait une pièce ou un élément, et ils ne pouvaient pas. Bon. Et puis on a été tous très saisis par le fait que si ça se trouve, on allait être asséchés d'un certain nombre d'objets qu'on pouvait acheter là-bas. Et en fait, le deuxième choc a été un choc de la demande, où finalement, les gouvernements dans les différents pays ont finalement fermé les rideaux, et donc il n'y a plus de demande non plus. Bon. Alors, comment réagir en face de ça ? C'est d'abord il y a un petit peu un refrain qui revient aussi dans les conflits, c'est « plus jamais ça ». Donc, comment est-ce qu'on fait pour se préparer à ce que ça ne se reproduise plus en cas de. Donc, comment est-ce que je fais pour bâtir des structures de supply chain qui vont être plus résistantes. J'aime moins le mot résilient parce que ça suppose qu'on s'est cassé la figure de remonter. Oui, oui. Donc, qu'il soit plus robuste. Oui. Et que si je suis dans une zone confinée et qu'un de mes entrepôts ou une usine n'est plus accessible,
comment est-ce que je fais pour que ce réseau finalement se reconfigure, un petit peu comme des neurones, et disent finalement on va faire venir produit de là, on va le fabriquer là, etc. Et puis du point de vue de la demande, comment est-ce que je fais pour opérer alors que par exemple les magasins de la rue sont fermés? Et ça veut dire avoir de gros moteurs Internet, ça suppose d'avoir des bons sites, et ça suppose aussi peut-être de faire évoluer le rôle d'une vendeuse ou d'un vendeur dans un magasin. Et ben voilà, on a posé rapidement les enjeux de notre débat tout de suite donc sur la résilience, je vais quand même employer le terme de la supply chain, de la chaîne logistique. Le débat d'éthique et smart avec mes invités. Anne-Brigitte Spitzbart, bonjour. Bienvenue. Vous êtes vice-présidente Excellence des opérations et développement durable chez Jeffco, également administratrice de France Supply Chain. Bonjour Philippe Armandon. Bonjour Thomas. Bienvenue, directeur du Practice Excellence des opérations industrielles et directeur du conseil pour l'activité aéronautique et spatiale chez Soprasteria Next, qui est la marque de conseil en transformation digitale du groupe Soprasteria. Et puis avec nous, en visioconférence, j'espère que ça marche, Pierre-Yves Escarpit, qui est directeur général adjoint de Cdiscount, en charge de la supply chain et des systèmes d'information. Bonjour, vous m'entendez ? Très bien, bonjour. Ça marche, super. Vous êtes également directeur général de C-Logistique et Yann de Feraudy, le président de France Supply Chain, qui est resté évidemment à nos côtés. Voilà, on a déjà passé 1 minute pour donner tous vos titres. C'est un peu long, moi je suis juste présentateur de l'émission, qu'est-ce que vous voulez, j'y peux rien. C'est comme ça. Philippe Armandon, on devient sérieux. Pour commencer, peut-être redéfinir en quelques mots ce qu'est la supply chain, à quel point elle est stratégique. Eh bien, la supply chain, c'est un des domaines de l'entreprise où l'on gagne ou on perd de l'argent. Elle reprend l'ensemble des activités physiques et d'information qui permettent de tenir une promesse client. Et donc, vous avez là-dedans les flux d'approvisionnement, le manufacturing dans certains cas, les approvisionnements, vous avez la distribution, le transport et parfois les flux retours, c'est-à-dire toutes les opérations de service et de maintenance. Voilà, et on a vu à quel point elle était en première ligne. Cette expression qu'on a tous employée, elle n'est pas galvaudée là. Non, absolument. On a bien vu au cours de la crise récente qu'elle était redevenue sur le devant de la scène. Anne-Brigitte Spitzbart, quand on a préparé l'émission, on s'est évidemment un peu parlé de la réaction des métiers de la supply chain depuis plus d'1 an avec cette crise Covid. Vous dites on a la culture de l'exploit, ça veut dire quoi ça ? Ah oui, tout à fait. On a cette culture-là, en particulier chez Jeffco d'ailleurs, ça fait partie de l'ADN. Et c'est reconnu par nos clients parce qu'effectivement, on est dans des mondes où une partie de l'art consiste à prévoir, à anticiper, à faire des prévisions, à accorder des objectifs de vente et des objectifs financiers avec des capacités de production et des capacités de distribution. Et là, c'est dans un monde bien normé. Et le métier, c'est aussi de prévoir les aléas. Et parfois, les aléas se transforment en crises très importantes, comme on a pu le voir. Et c'est là où, en fait, au-delà de la prévision, qui est une des parties du métier de la supply chain, les équipes vont faire preuve de tout leur savoir-faire et de tout leur talent parce qu'il va falloir sauver la situation. Alors, l'aléa, c'est le camion en panne qui éventuellement va mettre l'usine automobile en arrêt de production parce que maintenant, vous savez qu'il n'y a plus de stock. Donc, le stock, c'est l'encours transport. Donc, si vous avez un problème de ce côté-là, ça peut vite devenir extrêmement gênant. Et puis après, vous avez des crises de type canal de Suez, de type Covid, où là, les équipes vont devoir mettre en œuvre toute leur ingéniosité, toute leur agilité opérationnelle, faire des ponts aériens, changer de mode de transport, faire sortir des pièces, s'adapter aux conditions sanitaires, s'adapter à des blocages soudains, coopérer tout le long de la chaîne, discuter plusieurs fois par jour avec le client et redesigner tout cela. Est-ce que la culture de l'exploit, il n'y a pas un petit risque aussi parfois ? C'est-à-dire d'en faire un peu trop, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, justement, effectivement, ça c'est un très bon point, parce que comme on sait que dans ces situations-là, les équipes ont l'œil qui pétille et qu'au fond, quand même, elles aiment ça parce qu'elles vont devoir déployer toute leur ingéniosité, parfois c'est vrai qu'en ce qui concerne les lissages, ça permettrait d'être un petit peu amélioré. On en parlera peut-être tout à l'heure avec le levier digital. Évidemment, on va en parler de ce levier digital. Yann de Feraudy, c'est aussi une leçon d'humilité souvent
une école d'humilité, si j'ose dire. Ce que j'ai tendance à dire à mes équipes, en tout cas, c'est qu'on est jugé chaque jour sur notre performance. Donc c'est excellent un jour et ça peut être très mauvais un autre. Donc il ne faut pas jouer à l'auto-satisfaction. Il ne faut jamais baisser les bras parce que c'est à chaque instant qu'on mesure l'excellence de la chaîne. Oui. Vous avez une expression qui est liée à l'univers du vin, c'est ça? Oui, alors c'est un de mes mentors qui m'a appris ça. C'est effectivement qu'on est un petit peu les bouchons d'une entreprise, au sens où lorsqu'un vin est très bon, on ne parle jamais du bouchon, c'est donc qu'il a fait son office, et si par hasard le bouchon n'a pas fait son office, alors le vin est bouchonné et on ne parle que du bouchon. Et c'est un petit peu la leçon, c'est effectivement, lorsque ça se passe bien, et bien souvent c'est parce que on ne parle pas de nous, c'est pas grave, mais c'est parce que ça se passe bien et qu'on fait bien notre métier. Alors ça n'empêche pas qu'on aime bien quand même être félicité parfois. Oui, et vous avez dû l'être évidemment depuis un peu plus d'un an. Je voudrais me tourner vers Pierre-Yves Escarpit pour voir comment ces discounts, on est là sur une sorte de bilan un peu de leçons à tirer de l'année Covid. Comment vous avez répondu à ces défis, à ce défi de la crise? Écoutez, la supply chain, c'est une chaîne logistique. Et comme chacun le sait, la résistance de la chaîne est la résistance du plus faible des maillons. Donc, pour répondre à la crise qui a démarré en janvier 2020 avec, comme le disait Yann de Ferraudy, des problèmes d'approvisionnement de certains produits venant de Chine, il a fallu s'assurer d'augmenter au maximum la résistance de chacun des maillons de la chaîne. Ça a commencé bien évidemment par la résistance au niveau de nos entrepôts, en assurant la sécurité et la protection sanitaire de nos collaborateurs. Des caméras thermiques, des masques. Nous avons été parmi les premiers du e-commerce à mettre en place tous ces gestes barrières qui nous a permis 1 an et demi après de n'avoir eu aucun cluster sur nos entrepôts. Là, on est sur le cœur central de notre logistique, qui sont les entrepôts. Mais il y a l'amont et l'aval de ces entrepôts. En amont, ça nous a incité encore plus, ça nous a obligé encore plus à travailler en étroite collaboration avec les supply chains de nos fournisseurs. On n'en parle pas assez, mais la supply chain, c'est un monde de collaboration. C'est par la collaboration entre des entités de différentes directions, de différentes compagnies, que l'on arrive effectivement à avoir la meilleure chaîne supply chain possible. Et enfin, sur l'aval. Sur l'aval, très clairement, il y a un objectif qui a été de trouver avec nos transporteurs, malgré toutes les contraintes de confinement, les fermetures de magasins, comment répondre au mieux effectivement aux contraintes sanitaires, livraison sans contact pour favoriser la sécurité sanitaire des livreurs et des clients. Et je crois que la grande fierté que l'on a pu avoir, c'est d'avoir eu un taux de service excellent que les clients ont bien relevé dans les enquêtes de satisfaction que l'on a menées en 2020, et les clients nous ont remerciés pour ce que l'on a fait pour eux. Et on peut dire que, comme vous le disiez en introduction, la supply chain est un pilier central des entreprises. Ça l'est encore plus dans la capacité d'être agile, réactif et d'être également durable dans les réponses qui sont amenées aux clients. Oui, et puis en vous entendant, moi il y a un mot qui me vient, d'ailleurs on y reviendra, on l'emploiera forcément ensemble, c'est le mot écosystème. Et là je voudrais effectivement rebondir sur l'aspect digital. Philippe Armandon, on va regarder, tiens, l'une des questions qui a été posée aux chefs d'entreprise dans le baromètre des dirigeants que Sopra Steria Next propose régulièrement avec son exploratoire. C'est le 3e baromètre des dirigeants, avec cette question qui concerne justement les enjeux de la numérisation, de la digitalisation. Allez-vous accélérer la digitalisation? C'est une question qui a été posée aux dirigeants. Et voilà les priorités qui ressortent. Dans le cadre de la relation avec vos clients, 67%. Pour améliorer la résilience de l'entreprise, 66%. Digitalisation des processus internes à 63%. De la chaîne logistique, on y est à 45%. Et du travail à distance facilité, 39%. Philippe, c'est l'un des rares effets positifs, je mets des guillemets, de la crise, mais quand même, face au confinement, il a fallu accélérer la digitalisation de notre économie. À quel point c'est un outil de transformation et de résistance au choc? J'essaye de ne plus employer résilience. Alors, en fait, on voit que le numérique est aujourd'hui, en tout cas la supply chain, est un des domaines de l'entreprise qui utilise le plus le numérique. Et c'est un domaine où il y a énormément d'innovation. Le mot-clé là-dessus, c'est la visibilité et la gestion de la complexité. On va reparler d'écosystème tout à l'heure. Mais les entreprises investissent beaucoup aujourd'hui dans la visibilité qu'elles peuvent se créer, notamment au travers de leur écosystème avec leurs partenaires, pour être en mesure de mesurer ou d'être sensible en fait à des signaux
d'évolution de la demande ou de l'offre ou d'une rupture éventuelle sur un marché potentiellement lointain ou sur une source d'approvisionnement potentiellement lointaine. Et donc il y a énormément de travaux qui sont menés aujourd'hui autour de ce qu'on appelle les jumeaux numériques de la chaîne logistique, ou alors les cockpits de la supply chain, qui permettent, un peu comme un cockpit d'aéronef, d'avoir l'ensemble des indicateurs qui permettent de mesurer et d'aider à gérer de manière sensitive la supply chain. Et le jumeau numérique, on en a parlé ici dans une autre émission concernant la médecine, la chirurgie, c'est assez fascinant. Comment vous appliquez le principe pour la supply chain ? Le jumeau numérique, aujourd'hui, on connaît le concept pour les produits, par exemple pour un aéronef. Oui. Il s'agit là de modéliser, en fait, pour une partie critique de la supply chain, l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire du fournisseur jusqu'au client du client, et de voir, à travers cette numérisation, comment on peut la simuler. Par exemple, l'impact d'une rupture d'approvisionnement, de la fermeture d'un pays, d'un canal bouché à Suez, par exemple, et donc d'être capable de mener des simulations sur les décisions à prendre et sur les réadaptations à effectuer. Et aujourd'hui, les chaînes logistiques sont tellement complexes et sont source de tellement de données et d'informations qu'il est indispensable d'avoir du numérique pour la traiter. C'est vrai, Anne-Brigitte Schwitzbart, qu'on est face à un océan de données dans lequel on peut se perdre quand même. C'est aussi un enjeu pour une entreprise. Oui, tout à fait. Alors, tu l'évoquais tout à l'heure. Moi, je voudrais peut-être rebondir sur ce que tu as dit concernant les flux et peut-être faire le lien avec l'aspect qui me tient à cœur, qui est celui du développement durable, de l'optimisation de l'économie de moyens d'une certaine manière. Mais oui, le digital aide énormément, et je pense notamment à l'intelligence artificielle pour nous aider à reconfigurer les flux, par exemple, et à configurer nos réseaux. Parce que là, pour le faire, vous mettez en liaison énormément de facteurs, donc vous brassez les données en masse et vous avez besoin de cette intelligence artificielle pour vous aider. Nous, on l'a fait notamment aux Pays-Bas, on le fait un petit peu aux États-Unis, au Royaume-Uni, pour reconfigurer les réseaux, ce qui va vous aider à être plus efficace. Ça, c'est très clair. Bon, après, vous avez des tas de situations dans lesquelles vous pouvez utiliser d'autres leviers du digital. Je pense par exemple aux objets connectés qui vont vous permettre d'optimiser le chargement de vos camions. Moi, je vais parler pour la partie transport. On cherche tout le temps à optimiser absolument tout ce que l'on peut parce que les marges sont assez faibles. Là, vous allez pouvoir, avec des objets connectés, vraiment mesurer ce que vous mettez à l'intérieur du camion et en toute sécurité, optimiser un petit peu ce chargement. C'est chasser le vide, ne pas transporter du vide. On en parlera avec Pierre Scarpi tout à l'heure. Chasser le vide, c'est très important. Mais c'est vrai qu'on a une multiplicité vraiment de technologies qu'on peut utiliser dans énormément de sujets qui ont trait à l'optimisation de la supply chain. Bon, bien sûr, des technologies tout à fait simples, comme le track and trace, le traçage, les GPS à l'intérieur du camion qui vont vous permettre de rerouter, de reprendre des décisions, de réorienter, des applications entre vous et le client pour ne pas tout simplement manquer la livraison, pour l'informer en direct. Les clients veulent savoir où sont la marchandise. Donc ça, ce sont des choses qu'on utilise bien sûr et ça nous permet aussi de ne pas manquer les livraisons outre le problème de l'information. Et le lien avec l'impact environnemental ? Alors, c'est un autre thème important de l'émission. Il est très important parce que, et là encore, je parlerai pour la partie transport, parce qu'on peut parler de l'impact environnemental de la supply chain sur de nombreux sujets, mais je vais plutôt me concentrer sur celui-ci. Sur la partie transport, vous allez jouer sur un certain nombre de leviers. Peut-être du report modal, donc moins utiliser la route, un petit peu plus utiliser le fer, qui est beaucoup moins gourmand. Vous allez jouer sur le type de carburant, et là encore, vous allez aussi jouer sur l'optimisation. Parce que tous les kilomètres que vous ne ferez pas vont vous permettre pour les donneurs d'ordre d'économiser, mais aussi de ne pas émettre. Donc le sujet de l'optimisation, le sujet qui va consister à empêcher les retours à vide des camions, parce que souvent vous chargez les camions, vous allez livrer et vous allez revenir à vide. C'est particulièrement vrai pour Paris, où France Supply Chain avait montré que 50 camions entraient dans Paris chargés, 45 en sortaient à vide. Donc vous voyez qu'on a encore une marge de progression à faire. Et nous, chez Jeffco, notamment, en 2019, on a acheté Chronotruck qui permettait de lier
relier beaucoup plus facilement les moyens de transport et le fret. Alors bien sûr, là aussi, encore une fois, vous faites intervenir le digital. Ouais. Donc c'est une boucle. Ouais. Et alors, il y a effectivement la solution que propose Cdiscount pour chasser le vide. Pierre-Yves Escarpit, c'est votre robot. C'est quoi? C'est une machine à emballage 3D en quelque sorte. Comment on peut la décrire, cette machine? Exactement, c'est une machine d'emballage dite 3 dimensions. Ce sont des machines d'emballage de la société française Quadient, et nous avons une nouvelle machine de la société Panotech qui permettent effectivement d'ajuster la taille des colis à la juste taille des produits qui composent effectivement la commande. Comment ça se passe? Ça passe sous un portique où la hauteur, la largeur et la longueur des produits sont mesurés. Il y a une découpe en temps réel. C'est assez génial parce que grâce à ça, on réduit de moitié par rapport à des emballages manuels la taille des colis. Chaque année, on économise 10 000 camions sur les routes. On réduit de 30% notre consommation de carton. Et en expérience client, c'est top parce que le client ouvre son carton et il n'y a pas de protection, etc. Puisque c'est le carton lui-même qui fait office de protection. On a 6 machines aujourd'hui sur notre parc d'entrepôts. On a le plus grand parc en France et on a été précurseur en lançant ces machines et en faisant confiance à cette technologie dès 2016. Et on doit dire que la satisfaction des clients nous conforte dans les choix technologiques qu'on a fait. Oui, effectivement, Yann de Ferrodis, ce que vous disiez tout à l'heure, le client, il supporte de moins en moins de voir arriver un paquet qui devrait faire cette taille dans un colis qui fait le double ou le triple. Oui, et comme dit mon président Brice Rocher, le client vote avec sa carte de crédit. Et donc, il va ailleurs. Ouais. Et donc il fallait réagir. Et donc, oui, exactement. Ouais. Ça veut dire qu'on en voit de moins en moins, justement, de ces colis surdimensionnés? Alors, il y en a encore beaucoup. Chacun peut en faire l'expérience. Hein. Ouais. D'abord parce que ça peut être assez compliqué de mettre en œuvre ces machines-là. Hein. Je pense que Pierre-Yves pourra en parler mieux que moi, mais il y a des questions de cadence. Donc, est-ce que ça va devenir un goulet d'étranglement dans la préparation de commandes? Et puis, de fiabilité éventuelle. Enfin, ça a fait rentrer d'autres métiers éventuellement dans l'entrepôt. Donc, il y a pas mal de choses pas mal de questions qui peuvent se poser, mais je pense que c'est la direction. Ouais. Philippe Armandon, toujours sur ce lien entre transition, révolution numérique et économie d'énergie, impact environnemental. Il y a ce secteur que vous connaissez bien, l'aéronautique. Comment les outils numériques permettent de faire économiser, je sais pas, en carburant, en route utilisée dans le secteur de l'aéronautique? Là aussi, on rentre dans une utilisation maximale de tout ce qui est données. Oui. Et notamment, par exemple, Airbus est précurseur aussi avec d'autres, mais ils ont monté une plateforme qui s'appelle Skywise et qui permet de récupérer des données d'exploitation d'aéronefs et en retour d'offrir des services de gestion des routages. Des vols, d'optimiser le décollage ou l'atterrissage ou de faire de la maintenance prédictive de manière en fait à stopper les aéronefs pour de la maintenance à des moments où il y a plusieurs opérations de maintenance et pas à chaque fois qu'il y en a une. Voilà. Donc toutes ces opérations-là sont rendues possibles grâce à une analyse des données. Et aujourd'hui, l'industrie aéronautique et spatiale, principalement l'aéronautique, est une de celles qui a le plus progressé depuis ces 25 dernières années dans les économies de carburant, dans les économies d'énergie et dans le coût au carburant par passager. Alors, cette capacité à résister au choc, à être plus efficace, à faire des économies et à réduire son impact, ça passe par un autre mot, et il nous reste 5-6 minutes, 7 minutes pour en parler, c'est le mot écosystème. Anne-Brigitte, pourquoi il est si important? C'est un peu une évidence quand on parle de la supply chain. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était quoi votre expression que j'ai trouvé très bien sentie, le fournisseur du fournisseur jusqu'au client du client, c'est ça? Bon, ben voilà, entre l'un et l'autre, il y a évidemment beaucoup d'intermédiaires. Oui, effectivement, Yann en a parlé, Philippe en a parlé. Je peux en parler aussi parce que on est toujours dans cette notion de chaîne, supply chain. Et la supply c'est écrit dessus. Voilà, c'est écrit dessus. Donc c'est vraiment du point d'origine jusqu'au point d'arrivée. Vous constatez que là-dedans, si on parle de résistance au choc, si on parle d'économie, d'optimisation, en fait, les acteurs sont vraiment
ils sont menés à collaborer de manière extrêmement étroite. Alors bien sûr, on l'a vu pendant la crise, chacun d'entre nous y a fait allusion, pour reconfigurer les flux, pour établir les protocoles sanitaires client par client avec des demandes différentes. Cet écosystème aussi va fonctionner en ce qui concerne, j'évoquais les carburants tout à l'heure. On a un enjeu qui est quand même assez fort par rapport à la supply chain et par rapport au transport, avec en ce moment des innovations technologiques qui arrivent. C'est de changer de carburant. Exactement, changer de carburant. Pour le faire, bien sûr, vous avez un sujet infrastructure qui est en train d'être travaillé pour établir les stations pour le biogaz, par exemple, pour les chargements d'électricité, pour l'hydrogène un petit peu plus tard. Donc là, vous travaillez avec les pouvoirs publics, mais vous travaillez aussi avec les clients, parce que nous, on fait des tests dans le domaine automobile, dans le domaine des articles de sport, dans le domaine de la cosmétique, avec des clients qui s'associent avec nous justement pour tester ces nouveaux moyens avec des motorisations qui sont différentes, pour voir justement jusqu'à quel point on y arrive, est-ce que les flux sont les mêmes, par où est-ce qu'on peut passer. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Bien sûr, vous collaborez avec toute la chaîne et en particulier avec le client pour respecter un certain nombre de choses, mais pour ensemble être plus vertueux. Et là, c'est toujours du travail d'équipe avec le donneur d'ordre, avec le commissionnaire de transport et avec le transporteur, parce que là aussi se posent des questions. On pouvait être engagés ensemble sur des périodes relativement courtes. Si vous devez investir dans de nouveaux moyens, vous le faites ensemble, vous allongez la durée des contrats, vous travaillez peut-être un petit peu les tarifs, et bien sûr, vous devez impliquer l'ensemble des maillons de la chaîne sur ce type de changement. Oui, et on parle d'éthique dans cette émission, Yann de Feraudy, c'est d'autant plus compliqué qu'il y a d'intermédiaires. C'est-à-dire que respecter les critères, que ce soit des critères sociaux, des critères de conditions de travail, des critères d'impact environnemental, pour certaines entreprises, c'est un vrai casse-tête. Absolument. Donc ça suppose aussi de reposer sur un autre tiers de confiance qui va être éventuellement un auditeur respecté. Alors il y a des gens français en plus qui s'appellent EcoVadis par exemple qui aident pas mal de sociétés à faire ces audits sociaux, environnementaux et qui permettent en fait d'obtenir une note. Donc c'est un audit qui est assez léger au sens où il est déclaratif. Vous recevez comme une feuille Excel avec est-ce que vous avez un code d'éthique des affaires. Alors tout le monde dit bon, bien sûr, j'en ai un. Bon, est-ce que vous pouvez me le montrer? Et si, bien sûr, il est absent, alors ça fait 0. Bon, et ainsi de suite. Et donc, tout ça donc, tous les dires sont vérifiés avec des preuves objectives, et puis on obtient une note. Et c'est ainsi que, finalement, un certain nombre des acteurs dans l'économie, d'ailleurs, se prévalent d'être platinium, gold, argent, que sais-je encore, d'EcoVadis. Alors, nous, ce qui nous intéresse, par exemple, au Groupe Rocher, c'est de dire, en dessous d'un certain niveau, vous ne pouvez pas être fournisseur du groupe. C'est pas possible. Et donc, en dessous de cette note. En dessous d'une certaine note, vous ne pouvez pas être fournisseur du groupe. Et si un acteur avec qui on est en affaires depuis un certain temps vient à baisser, d'abord on se pose la question de savoir pourquoi, et ensuite s'il vient à passer ce seuil finalement, on dit vous avez 6 mois pour vous remettre dans le bon ordre, de façon à ce qu'on reste en affaires. Voilà, donc c'est un peu l'idée, c'est de rendre cette confiance avec un tiers. Donc ça peut être un tiers comme EcoVadis ou en utilisant d'autres méthodes de type, je pense à un gros mot qui s'appelle SMETA. Enfin bref, c'est des méthodes d'audit. Là vous m'avez perdu, mais c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Mais c'est surtout de dire aussi qu'il peut y avoir un tiers de confiance qui est d'ordre physique, et demain, il pourrait bien y avoir des tiers de confiance d'ordre digitaux. Donc, de se dire, avec la blockchain, dont on se fait rabattre les oreilles par un certain nombre, c'est finalement cette façon de dire, ce qui s'est passé à tel ou tel endroit de la chaîne, je peux le mémoriser, je peux mettre un capteur relié dans une boîte, dans un conteneur, etc., qui va dire, voilà, ça a été transporté à telle température, c'est important pour les vaccins, ça s'est arrêté à tel et tel endroit, ça a mis tant de temps à arriver, c'est connecté immédiatement dans la chaîne, c'est relié, parce que la blockchain, c'est comme un livre de compte, et comme il y a beaucoup d'acteurs qui répliquent en fait cette transaction, entre guillemets, ça devient en quelque sorte le tiers de confiance, pour dire, voilà, ça s'est bien passé comme ça, et on peut dénouer, on peut payer, on peut faire ceci, faire cela. Alors, ça paraît simple comme ça,
Il y a plein de gens qui font des tests d'ailleurs qui fonctionnent à petite échelle. Ouais. Ce qui est plus difficile, c'est de passer à une échelle très large. Mais ceci dit, la technologie progresse. Oui. À vous le mot de la conclusion, Philippe. Armando, on a parlé confiance, digitalisation évidemment, écosystème. Il y a peut-être un mot qui concentre un peu tout ça, et qui est le leitmotiv d'ailleurs de Sopra Steria Next, c'est le mot entreprise plateforme. Oui, alors l'entreprise plateforme, c'est effectivement une position que nous défendons, c'est une conviction forte autour de l'entreprise qui est conçue autour de la donnée et de la collaboration dans l'écosystème. Tout ça pour traiter les sujets qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire la visibilité et l'agilité. Et donc, schématiquement, ça pourrait être une entreprise qui se comporte un peu comme un être vivant ou comme une cellule d'un organisme et qui se met en connexion au travers du digital et de l'informatique avec ses partenaires pour gérer les flux, pour se reconfigurer, pour se réapprovisionner à d'autres sources d'approvisionnement et pour traiter ou offrir de nouveaux services. Alors ça a besoin de beaucoup de digital. Il y a également beaucoup de facteurs humains derrière tout ça. Il faut avoir aussi la conscience que cette collaboration est nécessaire dans l'écosystème et avoir stratégiquement envie de collaborer en tant qu'entreprise avec son écosystème. Et aujourd'hui, moi je maintiens que les supply chains qui seront compétitives dans l'avenir, ce sont celles qui sauront collaborer et qui sont éthiques. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Il est passé vite, ce qui est toujours bon signe. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Ethic et Smart. Voilà, merci à ceux qui sont ici, merci aussi à Pierre Scarpi qui était avec nous en vision conférence. C'était un plaisir de vous avoir. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut. Ethic et Smart vous a été présenté en partenariat avec Sopra Steria Next pour un monde numérique audacieux et responsable.